Une petite fille a utilisé un signe secret avec son chien en plein tribunal, et le juge, perplexe, a immédiatement annulé l'audience. Personne ne s'attendait à ce que ce geste innocent révèle une vérité cachée qui changerait le cours de nombreuses vies. Une histoire de confiance, d'instinct animal et de justice qui défie toute explication. Préparez-vous à être ému. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez cette histoire impressionnante. Une petite fille a utilisé un signe secret avec son chien en plein tribunal, et le juge, perplexe, a immédiatement annulé l'audience. Qu'est-ce qui aurait pu pousser une enfant, avec ses yeux innocents et ses petites mains, à provoquer une telle réaction chez un homme qui avait déjà connu les cas les plus difficiles en des décennies de carrière? Il y a des moments dans la vie où le silence crie plus fort que les mots, c'est l'un d'eux. Les jours à Bois-Chêne suivaient généralement une routine prévisible, comme les saisons qui venaient et allaient sans bruit. Le soleil se levait sur les champs de blé doré, baignait les maisons en bois et se couchait, derrière les montagnes bleutées qui avaient donné leur nom à la petite ville. C'était un endroit où tout le monde se connaissait par son prénom, où les enfants jouaient encore dans les rues jusqu'à la tombée de la nuit et où les plus âgés racontaient des histoires d'autrefois sur les terrasses de leur maison. Un endroit où l'extraordinaire arrivait rarement. Jusqu'à ce mercredi d'automne, Sophie n'avait que 8 ans quand son monde s'est effondré pour la première fois. Avant cela, elle était connue pour son rire contagieux qui résonnait dans les couloirs de l'école. Ses yeux marrons brillaient de la curiosité propre à l'enfance, et ses mots coulaient avec la spontanéité d'un ruisseau. Elle aimait réciter des poèmes devant la classe et chanter lors des fêtes de la communauté. C'était une enfant dont la voix semblait plus grande que son petit corps. Mais le silence est venu comme vient une tempête inattendue. Brutal, implacable, transformateur. Ce fut pendant une présentation scolaire. Sophie était au centre de la scène, prête à réciter le poème qu'elle avait répété pendant des semaines. Les lumières se sont allumées, révélant l'auditorium bondé. Et puis quelque chose s'est produit. Ces mots, autrefois si fluides, sont restés coincés dans sa gorge. La panique a grandi dans sa poitrine comme une vague géante. Ses petits poumons semblaient incapables d'aspirer suffisamment d'air. Le monde autour d'elle a commencé à tourner. Les visages du public sont devenus flous, et puis, l'obscurité. Quand Sophie s'est réveillée à l'infirmerie de l'école, quelque chose avait changé. Sa voix, autrefois vibrante et mélodieuse, s'était retirée quelque part au fond d'elle. Les médecins ont appelé cela un mutisme sélectif induit par un traumatisme. Pour Sophie, c'était comme si quelqu'un lui avait volé sa capacité à communiquer avec le monde. C'est comme si les mots existaient en moi, mais quand j'essaie de les libérer, ils se cachent, a-t-elle écrit dans son carnet de croquis, désormais son seul moyen d'expression. Sa mère, Claire, infirmière à l'hôpital local, regardait ces mots le cœur brisé, se sentant impuissante face à la souffrance de sa fille. Les jours suivant l'incident se sont traînés comme des heures interminables. Sophie, autrefois si sociale, se retirait maintenant dans des coins silencieux de la maison. Les consultations avec des psychologues et des thérapeutes semblaient peu efficaces. Les médicaments apportaient des effets secondaires qui transformaient sa personnalité vibrante en une ombre apathique. Claire observait, avec une douleur croissante, sa fille disparaissant lentement devant ses yeux. Ce fut lors d'une visite de routine chez la grand-mère de Sophie, Madame Thérèse, que l'idée est apparue comme un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité. Madame Thérèse, avec ses 75 ans et la sagesse que seul le temps apporte, était assise dans son fauteuil à bascule sur la terrasse, tricotant tout en observant Sophie dessiner en silence. « Vous savez, à mon époque, a-t-elle commencé de sa voix sereine, quand les mots manquaient, nous laissions d'autres créatures parler pour nous. » Claire a regardé sa mère avec scepticisme. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Les animaux, » a répondu Madame Thérèse, sans quitter des yeux l'aiguille qui dansait entre ses doigts ridés. « Surtout les chiens. Ils comprennent des choses que nous, avec toute notre prétendue intelligence, ne parvenons souvent pas à comprendre. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle avec Sophie endormie sur la banquette arrière, Claire n'arrêtait pas de penser aux mots de sa mère. Coïncidence ou non, le lendemain, le journal local a publié une histoire sur le refuge pour animaux de la ville, qui était surpeuplé après une tempête dévastatrice. Parmi les visages poilus qui regardaient à travers les barreaux,
Il y en avait un en particulier qui semblait porter le poids du monde dans ses yeux. Max était un labrador couleur sable d'environ 1 an. Il avait été trouvé attaché à un arbre pendant la pire tempête que Bois-Chêne avait connue depuis des décennies. Son poil était trempé et sale, ses côtes visibles sous la peau et ses yeux contenaient une histoire que Claire a immédiatement reconnue. C'était le même regard qu'elle voyait dans les yeux de Sophie tous les matins. Lui aussi est prisonnier de son propre silence, a pensé Claire en observant l'animal à travers la vitre. Quelque chose l'a poussé à entrer dans le refuge. À cet instant même, bien qu'elle sache qu'ajouter un animal à sa vie déjà compliquée n'était peut-être pas la décision la plus rationnelle. Quand Claire est rentrée à la maison avec Max sur le siège passager, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Sophie était dans le salon, dessinant comme elle le faisait toujours après l'école. En entendant la porte, elle a brièvement levé les yeux, avant de les reporter sur son dessin. C'est alors que Max est entré, ses pattes hésitantes sur le plancher en bois. Ce qui s'est passé ensuite a défié toute explication logique que Claire, avec toute sa formation scientifique, pouvait offrir. Sophie a levé les yeux à nouveau, et cette fois, quelque chose a changé dans son regard. Une étincelle, une reconnaissance. Elle a mis son carnet de côté et, lentement, comme si elle était devant quelque chose de fragile qui pouvait se casser avec un mouvement brusque, elle a tendu sa petite main. Max, qui s'était montré timide et méfiant au refuge, a marché directement vers Sophie. Il n'y avait aucune hésitation dans ses pas. Quand il a atteint la petite fille, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a posé sa lourde tête sur ses genoux et a poussé un profond soupir, comme s'il avait enfin trouvé l'endroit auquel il appartenait. Les semaines suivantes ont été marquées par de petits changements qui, additionnés, ont commencé à dessiner un nouveau scénario. Sophie passait des heures avec Max, initialement juste assise à ses côtés, puis jouant dans le jardin. Le chien semblait comprendre intuitivement quand elle était anxieuse, se positionnant entre Sophie et ce qui la dérangeait. Claire a remarqué que sa fille dormait mieux, que ses dessins ont commencé à inclure des couleurs plus vives, et qu'occasionnellement, un sourire timide apparaissait sur ses lèvres. Mais le plus extraordinaire était encore à venir. Ce fut pendant un après-midi pluvieux, environ 1 mois après l'arrivée de Max, que Claire a entendu quelque chose qui a fait s'arrêter son cœur un instant. Une voix, petite, presque un murmure venant de la chambre de Sophie. Quand elle s'est approchée silencieusement de la porte entr'ouverte, elle a vu sa fille assise sur le sol, avec Max couché devant elle, les yeux fixés sur elle comme s'il absorbait chaque mot. « Bon chien », a murmuré Sophie caressant la tête de l'animal. « Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu sais ce que c'est quand les mots restent coincés. » Les larmes ont coulé sur le visage de Claire sans qu'elle puisse les retenir. C'était la première fois qu'elle entendait la voix de sa fille en près de 6 mois. À ce moment-là, elle a décidé qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire pour renforcer cette connexion qui semblait avoir rendu un morceau de Sophie au monde. C'est ainsi que l'entraînement a commencé. Au début, c'était simple. Des commandes de base que Sophie donnait à Max en utilisant non seulement sa voix hésitante, mais aussi des gestes spécifiques avec les mains. Claire a observé, émerveillée, comment le chien répondait non seulement à la commande, mais à l'intention derrière elle. C'était comme si un langage complètement nouveau était développé sous ses yeux. Le temps a passé, et le système de communication entre Sophie et Max est devenu de plus en plus complexe. Un léger mouvement du poignet signifiait que Max devait s'approcher. 2 doigts levés indiquaient qu'il devait s'asseoir. Une paume tournée vers le haut était une demande pour qu'il pose sa patte sur elle. Mais quelque chose de plus profond se passait. Les gestes ont transcendé de simples commandes et se sont transformés en un langage émotionnel partagé. Richard, le père de Sophie et professeur de psychologie à l'université publique, est revenu d'une longue conférence internationale et a été impressionné par la transformation qu'il a trouvée à la maison. Avec son regard entraîné à observer les comportements humains, il a commencé à documenter méticuleusement chaque geste, chaque réponse, chaque nuance de cette communication non verbale qui avait fleuri entre sa fille et Max. « C'est extraordinaire », a-t-il commenté un soir, après que Sophie s'était couchée, Max fidèlement couché au pied de son lit. Ce n'est pas seulement le chien répondant aux commandes, c'est une communication bidirectionnelle authentique. Max,
anticipe ses besoins émotionnels. C'est comme s'il pouvait sentir quand une crise d'anxiété approche, avant même que les signes physiques ne se manifestent. Claire a hoché la tête, se rappelant comment, la semaine précédente, Max s'était positionné fermement aux côtés de Sophie quand un étranger s'est approché d'eux au parc, bien avant que la petite fille ne montre aucun signe visible de malaise. Docteur Dubois a dit que nous pourrions essayer de réduire ses médicaments, a partagé Claire. Il croit que la présence de Max a un effet stabilisateur plus efficace que les anxiolytiques. Le véritable test est venu pendant le festival annuel du printemps de Bois-Chêne. La communauté entière se réunissait sur la place centrale, décorée de fleurs colorées et de rubans qui dansaient avec la brise. Il y avait de la musique, des danses folkloriques et, traditionnellement, des présentations des enfants locaux. Quand la maîtresse de Sophie, Madame Marthe, a gentiment suggéré qu'elle pourrait participer si elle le souhaitait, Claire a senti un frisson lui parcourir l'échine. La dernière fois que Sophie était sur une scène, cela avait entraîné le traumatisme qui avait fait taire sa voix. Mais, à sa surprise, la petite fille a acquiescé d'un petit signe de tête. Le jour de la présentation, le cœur de Claire battait si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu par tout le public. Sophie est montée sur la petite scène, installée sur la place, Max à ses côtés. La foule s'est tue, beaucoup connaissant l'état de la petite fille, d'autres simplement curieux de ce qu'une enfant et un chien pouvaient présenter. Sophie est restée immobile un instant, regardant le public. Claire pouvait voir la tension dans ses petites épaules, le léger tremblement dans ses mains. Alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Max, sans aucun ordre visible, s'est positionné légèrement en avant de Sophie, comme pour créer une barrière protectrice entre elle et la foule. La petite fille a fait un geste subtil avec sa main droite, un mouvement si petit que seuls des yeux très attentifs auraient pu remarquer. Ce qui a suivi a laissé le public de Bois-Chêne dans un silence absolu. Max a commencé à effectuer une série de mouvements qui semblaient chorégraphiés avec une précision mathématique. Il s'asseyait, roulait, levait la patte en l'air, tout en harmonie avec les gestes presque imperceptibles de Sophie. Ce n'était pas seulement une démonstration de tour de chien. C'était une danse, une conversation silencieuse entre deux êtres qui avaient retrouvé un langage commun dans leur silence partagé. Quand la présentation s'est terminée, la place a explosé en applaudissements. Sophie, avec un petit sourire aux lèvres, a fait une timide révérence, sa main fermement posée sur le poil doré de Max. Ce moment a marqué un tournant dans l'histoire de Sophie. La petite fille, qui ne pouvait pas parler en public, avait trouvé une forme de s'exprimer qui transcendait les limitations des mots. Les changements ont continué à se produire. À l'école, Sophie a commencé à utiliser son système de signes avec Max pour communiquer dans des situations qui auparavant l'auraient laissé paralysée de peur. Le chien, officiellement enregistré comme animal de soutien émotionnel grâce à la documentation fournie par le docteur Dubois, l'accompagnait partout. Mais tous ne comprenaient pas la profondeur du lien entre Sophie et Max. Quand un nouveau directeur a pris la tête de l'école municipale de Bois-Chêne, il a remis en question la nécessité de la présence constante de l'animal. « Je comprends que le chien apporte du réconfort », a-t-il dit lors d'une réunion avec Claire et Richard. Mais nous avons des politiques claires concernant les animaux en milieu scolaire. Les exceptions créent des précédents compliqués. La nouvelle que Max pourrait être interdit d'accompagner Sophie s'est rapidement répandue dans la petite communauté. Madame Marthe, qui avait témoigné en première main des progrès extraordinaires de son élève, a pris l'initiative d'organiser une pétition. En moins de 48 heures, plus de 500 signatures avaient été collectées. Un nombre impressionnant pour une ville de seulement 2000 habitants. Ce n'est pas seulement un cas de confort émotionnel, a argumenté Madame Marthe lors d'une réunion du conseil d'établissement. C'est un cas d'accès à l'éducation. Sophie a le droit légal de recevoir une éducation adéquate et Max est devenu un outil essentiel pour qu'elle puisse exercer pleinement ce droit. La pression de la communauté et les arguments légaux ont finalement convaincu l'administration scolaire, mais ce ne fut que le début d'une série de défis que Sophie et Max affronteraient ensemble. L'hiver de cette année-là est arrivé avec une férocité inhabituelle pour Bois-Chêne. Les températures ont chuté drastiquement et une épidémie d'infections respiratoires a balayé la région.
Claire, travaillant des doubles quarts à l'hôpital débordé, a observé avec horreur comment les cas se multipliaient jour après jour. Ce fut pendant cette vague de froid que Max a commencé à montrer des signes de maladie. D'abord, juste une toux occasionnelle. Ensuite, perte d'appétit. En quelques jours, le chien qui était autrefois énergie pure pouvait à peine se lever de son lit. Dr Martin, le vétérinaire local, a diagnostiqué une pneumonie sévère. « Nous allons faire de notre mieux », a-t-il dit avec la gravité de celui qui ne voulait pas donner de faux espoirs. Mais il faut que vous soyez préparés. Il est très faible. Les jours suivants ont été un flou de médicaments, de nébulisations improvisées et de nuits sans sommeil. Sophie refusait de quitter le côté de Max, dormant sur le sol du salon à côté du lit de l'animal. Claire a essayé, sans succès, de la persuader de dormir dans sa propre chambre. « Il est resté avec moi quand j'étais perdu », a écrit Sophie dans son carnet, lors d'une des rares occasions où Claire a réussi à la convaincre de s'éloigner quelques minutes. Maintenant, c'est mon tour de rester avec lui. Ce fut pendant la 3e nuit de la maladie de Max, quand les espoirs semblaient diminuer d'heure en heure, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie, qui s'était endormie la tête appuyée sur le bord du lit du chien, s'est réveillée soudainement. Avec une conviction qui a surpris sa mère, elle a pointé les oreilles de Max. Claire, confuse, a regardé plus attentivement. Au début, elle n'a rien vu de différent. Mais Sophie a insisté, utilisant l'un des signes qu'elle avait développé avec Max, celui qui signifiait « écoute ». C'est alors que Claire a remarqué il y avait une subtile différence dans la position des oreilles de l'animal, un mouvement presque imperceptible qu'elle n'aurait jamais remarqué sans l'indication de Sophie. Quand Dr Martin est arrivé pour la visite matinale, il a été sidéré par ce qu'il a trouvé. Ses poumons commencent à se dégager, a-t-il confirmé après un examen minutieux. C'est un signe très prometteur. Mais comment l'avez-vous remarqué? Généralement, ces changements ne sont détectables qu'avec des équipements. Claire a regardé sa fille, qui maintenait une main protectrice sur la tête de Max. Sophie l'a remarqué, a-t-elle simplement répondu. À ce moment-là, elle a compris que le lien entre sa fille et Max allait bien au-delà de ce que la science pouvait expliquer. La récupération de Max a été lente, mais constante. Chaque jour, Sophie observait attentivement chaque mouvement, chaque respiration de l'animal, détectant des nuances que même les professionnels formés ne parvenaient pas à percevoir. C'était comme si elle pouvait lire le langage corporel de Max avec une précision quasi surnaturelle. Quand le printemps est finalement arrivé, apportant avec lui la renaissance qu'il promettait toujours, Max était complètement rétabli. Plus que cela, le lien entre lui et Sophie s'était approfondi de manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est à cette époque que la vie de Claire et Richard a traversé une autre turbulence. Richard a reçu une offre d'emploi dans une université prestigieuse dans une autre ville. Une opportunité qui pourrait considérablement propulser sa carrière académique. La proposition incluait un salaire substantiellement plus élevé et des ressources pour ses recherches dont il ne pouvait que rêver dans sa position actuelle. Ce qui devait être une nouvelle célébrée est devenu le centre d'un conflit douloureux. Claire, inquiète de l'impact qu'un changement radical aurait sur les progrès fragiles de Sophie, a remis en question si c'était le bon moment pour une telle transition. Richard, d'un autre côté, argumentait que de nouveaux départs pourraient être bénéfiques pour eux tous. Les discussions se sont intensifiées, passant de conversations tendues en arguments houleux qui, inadvertamment, se déroulaient à portée d'ouïe de Sophie. La petite fille, qui avait commencé à retrouver des fragments de sa voix dans des environnements sûrs, s'est à nouveau retirée. Max, sensible aux changements émotionnels chez sa compagne humaine, est devenu visiblement anxieux, suivant Sophie dans la maison comme une ombre protectrice. Quand la situation est devenue insoutenable, Richard a décidé de porter l'affaire devant le tribunal, sollicitant la garde partagée qui permettrait à Sophie de passer la moitié de l'année scolaire avec lui dans la nouvelle ville. Claire, croyant fermement qu'un tel arrangement serait préjudiciable pour sa fille, a engagé un avocat pour contester la demande. C'est ainsi que, ce mercredi d'automne, exactement un an après le début du silence de Sophie, ils se sont retrouvés dans la salle 3 du tribunal municipal de Boischaine.
Le juge Marc Olivier, connu pour sa posture traditionnelle et ses décisions basées strictement sur la lettre de la loi, présidait l'affaire. La salle d'audience était austère, avec des panneaux de bois sombres qui semblaient absorber la lumière entrant par les fenêtres hautes. La climatisation bourdonnait doucement, créant un fond sonore monotone qui amplifiait la tension palpable dans l'environnement. Sophie était assise entre ses parents, ses yeux fixés sur le sol de marbre poli. Max, portant son gilet officiel d'animal de soutien émotionnel, restait à ses côtés, parfaitement immobile, comme s'il comprenait la solennité de l'occasion. Les procédures initiales ont suivi le cours attendu. Les avocats ont présenté leurs arguments, des experts ont été appelés à témoigner sur le bien-être psychologique de Sophie. Dr Dubois, le pédiatre qui avait suivi l'affaire depuis le début, a souligné l'importance de la stabilité et les progrès réalisés dans l'environnement actuel. À mon avis professionnel, a-t-il conclu, ajustant ses lunettes sur son nez, tout changement drastique dans l'environnement de Sophie en ce moment représente un risque significatif de faire régresser les progrès que nous avons observés ces derniers mois. L'avocat de Richard a contre-argumenté, appelant comme témoin une psychologue pour enfants de la ville, où il prévoyait de déménager. Elle a parlé des excellentes installations du centre thérapeutique local et de la manière dont il pourrait offrir des traitements spécialisés qui n'étaient pas disponibles à Bois-Chêne. Pendant tout le processus, Sophie est restée silencieuse, caressant occasionnellement la tête de Max quand la tension devenait trop palpable. Le juge Olivier, qui avait initialement levé un sourcil sceptique quant à la présence du chien, dans la salle, observait l'interaction entre la petite fille et l'animal avec un intérêt croissant. C'est quand l'avocat de Richard a commencé à remettre en question l'efficacité thérapeutique du lien entre Sophie et Max que tout a changé. « Avec tout le respect que je vous dois, a-t-il argumenté, gesticulant vers le chien, nous parlons d'un accessoire émotionnel qui, bien que pratique pour le moment, empêche potentiellement le développement de stratégies d'adaptation plus durables. La littérature scientifique suggère qu'une dépendance excessive aux animaux de soutien peut, à long terme, limiter le progrès thérapeutique. » Max, comme s'il comprenait les implications de ces mots, a levé brusquement la tête. Ses yeux, d'un ambre profond, se sont fixés sur l'avocat avec une intensité qui a fait hésiter l'homme au milieu de sa phrase. C'est à ce moment que Sophie a fait ce geste. Un mouvement si subtil, si discret, que seuls des yeux très attentifs l'auraient remarqué. Elle a légèrement plié son petit doigt de sa main gauche, tandis que la pointe de son pouce touchait brièvement la base de son index. La réaction de Max a été immédiate et extraordinaire. Le chien s'est assis droit, a levé la patte droite et a émis un hurlement doux, mélodieux, qui a résonné dans la salle d'audience comme une note de musique parfaite qui semblait porter en elle toute la tristesse et l'espoir du monde. Le juge Olivier s'est figé, le stylo qu'il tenait suspendu à mi-chemin de ses notes. Pendant un long moment, personne dans la salle ne bougea ni ne parla. C'était comme si le temps s'était arrêté, capturé par la singularité de cet instant. Alors, avec des mouvements délibérément lents, le juge a retiré ses lunettes, les a méticuleusement nettoyées avec un mouchoir en tissu qu'il a sorti de la poche de sa veste et les a remises sur son visage. Quand il a finalement parlé, sa voix contenait une émotion qui a surpris tous les présents. « Cette audience est suspendue indéfiniment », a-t-il déclaré, son marteau descendant avec une finalité qui n'admettait pas de contestation. La confusion a envahi la salle. Les avocats ont échangé des regards perplexes. Les parents de Sophie semblaient également déconcertés. Seule Sophie est restée inchangée, sa petite main reposant sur la tête de Max. Le juge Olivier s'est levé et, ignorant le protocole habituel, s'est adressé directement à Sophie. « Jeune demoiselle, a-t-il dit, sa voix plus douce que quiconque, n'avait jamais entendu. Pourriez-vous me dire ce que vous venez de faire ?» La salle d'audience a retenu son souffle collectivement. Personne ne s'attendait à ce que Sophie réponde verbalement. À la surprise de tous, y compris ses parents, elle a levé les yeux et a regardé directement le juge. « C'est notre signe pour vérité », a-t-elle répondu d'une voix petite mais claire. Max ne fait ça que quand il sent que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai. Un murmure a parcouru la salle, rapidement réduite au silence par le regard sévère du juge. « Et qu'est-ce qui n'était pas vrai dans ce qui était dit ?» a-t-il demandé,
sincèrement curieux. Sophie a hésité un instant, ses yeux rencontrant ceux de Max comme si elle y cherchait du courage. « Max n'est pas un accessoire », a-t-elle dit, prononçant soigneusement le mot inconnu. « Il est ma voix quand je ne peux pas trouver la mienne. Il sait quand les mots restent coincés. » Sa voix a légèrement faibli, mais elle a continué. « Il me comprend quand personne d'autre ne comprend. » Le juge Olivier a observé Sophie pendant un long moment, puis a fait signe aux avocats et aux auxiliaires du tribunal de s'approcher. Après une brève discussion à voix basse, il s'est tourné vers la salle. « Je vais faire quelque chose d'inhabituel aujourd'hui », a-t-il annoncé. « Je crois que le bien-être de Sophie va au-delà des précédents légaux ou des arguments techniques. Je propose une séance de médiation privée, en sa présence, pour trouver une solution qui serve réellement ses meilleurs intérêts. » Ce qui a suivi dans les heures suivantes a été une conversation extraordinaire dans le bureau privé du juge. Sophie, initialement timide, a commencé à s'ouvrir progressivement, utilisant une combinaison de mots parlés et de son langage des signes avec Max pour exprimer ses sentiments sur la situation. Le juge Olivier, qui avait perdu sa propre fille, Caroline, atteinte d'une maladie rare 15 ans plus tôt, a observé avec admiration la résilience de la petite fille et la connexion profonde qu'elle partageait avec l'animal. Son regard expérimenté a reconnu quelque chose qui transcendait les catégories cliniques et les descriptions techniques qui avaient dominé le processus jusque-là. « Vous savez, » a-t-il partagé dans un moment de vulnérabilité inattendue, « ma fille Caroline avait aussi un chien bâtard couleur caramel qui la suivait partout. Quand elle était dans les derniers stades de sa maladie et que les mots ont commencé à manquer, ce chien semblait comprendre ce que personne d'autre ne pouvait. La révélation personnelle du juge a créé un espace de compréhension mutuelle qui a permis à Claire et Richard de revoir leur position avec une nouvelle perspective. Ce n'était plus une bataille pour le contrôle ou une dispute sur qui avait raison. C'était une recherche authentique du chemin qui servirait le mieux le développement de Sophie. À la fin de cet après-midi, quand ils sont sortis du tribunal, un accord avait été trouvé. Richard accepterait un poste universitaire alternatif dans une université plus petite, située à seulement 1 heure de Bois-Chêne. La famille garderait sa maison actuelle et il ferait le trajet quotidien pour ses cours. Pendant les périodes de recherche intensive, il pourrait passer quelques jours par semaine sur le campus, rentrant toujours les week-ends. Ce n'était pas l'arrangement idéal pour sa carrière, mais comme il l'a expliqué plus tard à un collègue surpris, certaines opportunités n'apparaissent qu'une fois dans la vie. Ma fille n'a son enfance qu'une fois. La décision du tribunal a établi un précédent important dans la région. Le juge Olivier a inclus dans sa décision officielle une reconnaissance formelle du rôle thérapeutique de Max dans la vie de Sophie, établissant des protections légales pour le lien entre eux qui serviraient de modèle pour des cas similaires à l'avenir. 3 mois après l'audience, Bois-Chêne a célébré son traditionnel festival des moissons. Les rues ont été décorées d'épis de maïs dorés et de citrouilles orangées. Des stands colorés proposaient des plats typiques, et la scène centrale sur la place principale accueillait des présentations culturelles tout au long de la journée. Parmi les activités traditionnelles du festival, il y avait le concours de contes, où les habitants partageaient des récits personnels ou folkloriques avec la communauté. À la surprise générale, le nom de Sophie est apparu sur la liste des participants. Quand ce fut son tour, la petite fille est montée sur scène, Max fidèlement à ses côtés. Le public, qui connaissait son histoire, observait avec une attente affectueuse. Sophie tenait un petit carnet dans ses mains, mais quand elle a commencé à parler, on a vu qu'elle n'en avait pas besoin. « C'est une histoire sur le silence », a-t-elle commencé, sa voix encore douce mais parfaitement audible sur la place silencieuse. Pas le silence qui existe quand il n'y a pas de son, mais le silence qui existe quand il y a beaucoup de sons. En vous, tous criant en même temps, vous laissant incapable d'en entendre clairement aucun. Pendant 20 minutes, Sophie a raconté son parcours. Elle a parlé du jour où sa voix a disparu, de la peur qui la consumait, du sentiment d'être prisonnière dans un monde auquel elle ne pouvait plus se connecter. Elle a décrit le jour où Max est entré dans sa vie comme le premier rayon de soleil, après une longue et sombre tempête.
Il m'a appris que parfois les mots les plus importants sont ceux qui n'ont pas besoin d'être dits, a-t-elle conclu, une main reposant sur la tête de Max. Et que même dans le silence le plus profond, nous ne sommes jamais vraiment seuls si nous avons quelqu'un qui sait écouter avec le cœur. Quand elle a terminé, il n'y avait pas un œil sec sur la place de Bois-Chêne. Le jury, composé de professeurs et d'écrivains locaux, a créé un prix spécial pour elle, Courage en récit. Mais le véritable prix, comme Sophie l'écrirait plus tard dans son journal intime, a été de retrouver sa propre histoire et de pouvoir la partager avec les autres. Dans les mois et années qui ont suivi, l'histoire de Sophie et Max a continué à se dérouler de manière que personne n'aurait pu prévoir. Le système de signes qu'ils avaient développé est devenu la base d'un programme pilote à l'école locale, aidant d'autres enfants ayant des difficultés de communication à trouver des formes alternatives d'expression. Richard, inspiré par la transformation de sa fille, a redirigé sa recherche académique pour étudier la communication non verbale entre humains et animaux, publiant des articles qui ont attiré l'attention de la communauté scientifique internationale. Claire, à son tour, a travaillé avec l'hôpital local pour établir un programme de thérapie assistée par l'animal, amenant des chiens entraînés à visiter des patients qui faisaient face à de longues hospitalisations. Madame Thérèse, qui avait planté la graine initiale de ce voyage extraordinaire, aimait s'asseoir sur sa terrasse et observer sa petite fille jouant dans le jardin avec Max, le son du rire de la petite fille porté par la brise, comme une musique qu'elle craignait de ne plus jamais entendre. « Vous savez, disait-elle à qui voulait l'entendre, en 75 ans de vie, j'ai appris que les miracles arrivent rarement sous forme de grands événements dramatiques. Ils arrivent dans les petites interactions quotidiennes, dans les moments où nous choisissons de voir au-delà de l'évidence, dans les connexions que nous formons quand nos cœurs sont ouverts à des possibilités que notre esprit rationnel pourrait rejeter. » À Bois-Chêne, l'histoire de Sophie et Max est devenue partie du folklore local, racontée et redite lors des réunions communautaires, dans les salles de classe et sur les terrasses pendant les soirées d'été. Les habitants les plus âgés ajoutaient des détails dramatiques à chaque nouvelle version, la transformant en une légende moderne. Mais pour ceux qui ont été témoins des événements dans cette salle d'audience, aucun embellissement n'était nécessaire. La pure vérité, le moment où un chien a répondu aux signes d'une enfant et, ce faisant, a changé le cours de nombreuses vies, était plus extraordinaire que toute fiction. Comme le juge Olivier l'a écrit dans son journal intime cette nuit historique, « En 30 ans sur le banc, j'ai cru avoir tout vu. Aujourd'hui, j'ai été témoin de quelque chose qu'aucune faculté de droit n'aurait pu me préparer à comprendre. J'ai vu la justice être rendue non pas à travers des codes et des statuts, mais à travers la connexion pure entre une enfant et un animal. Cela me fait me demander combien de vérités nous perdons chaque jour parce que nous ne connaissons pas le bon langage pour les écouter. » Dans la petite ville de Bois-Chêne, où le soleil se lève encore sur les champs de blé doré et se couche derrière les montagnes bleutées, les habitants ont appris une leçon précieuse. Certaines des conversations les plus importantes sont celles sans mots, et certaines des connexions les plus profondes transcendent le besoin d'explication. Et Sophie, elle a grandi sachant quelque chose que beaucoup d'adultes ne découvrent jamais, que notre voix la plus vraie n'est pas toujours celle que nous faisons entendre aux autres, mais celle que nous permettons à notre cœur de reconnaître. Que parfois il faut passer par le silence le plus profond pour trouver les sons qui importent vraiment. Quant à Max, il a vécu une longue vie pour les standards canins, toujours aux côtés de sa compagne humaine. Et bien qu'il ne puisse pas articuler de mots au sens conventionnel, quiconque a été témoin de la danse silencieuse de communication entre lui et Sophie comprendrait que certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées avec des mots pour résonner avec vérité. Ce mercredi d'automne, quand un signe discret et un hurlement doux ont fait taire une salle d'audience, une vérité ancienne a été redécouverte, que le langage du cœur transcende les barrières, que la compréhension la plus profonde se produit souvent dans l'espace entre les mots, et que parfois c'est dans les silences que nous trouvons nos voix les plus authentiques. Et vous, qui connaissez maintenant cette histoire, peut-être observerez-vous avec de nouveaux yeux les silences dans votre propre vie. Peut-être vous demanderez-vous quelles vérités attendent d'être reconnues, quelles connexions profondes existent au-delà des mots que nous échangeons quotidiennement. Parce que, comme Sophie l'a découvert dans son parcours,
Parfois, la communication la plus puissante se produit non pas quand nous parlons, mais quand nous apprenons enfin à véritablement écouter.